un professionnel de santé qui va pouvoir répondre à son besoin de santé immédiat. La richesse du partenariat Elsan-Livy, c'est grâce à Elsan pouvoir compter sur un réseau de cliniques dans toute la France et la possibilité de combiner une activité de soins ambulatoires en centre de santé et de soins hospitaliers à la clinique de l'Estrée. De son côté, Livy apporte un outil informatique éprouvé à l'international et en constante évolution qui allie un agenda, un dossier médical et un outil de téléconsultation. Le projet de santé actuel comporte un volet autour de la santé de la femme et de l'enfant, mais les nouveaux médecins qui seront recrutés pourront le faire évoluer en fonction des synergies des compétences présentes. Les patients peuvent être réorientés vers des spécialistes en téléconsultation, mais aussi vers les établissements hospitaliers locaux avec lesquels des parcours de soins ont déjà été organisés et pensés. Livy prévoit l'ouverture de centres de santé sur ce modèle à Paris et en Île-de-France prochainement. Ok, super. Bon, bonjour à tous. On va essayer de commencer assez rapidement. Il est 12h33. Bienvenue. Donc, on va passer à la prochaine slide. On va pas remettre la vidéo. Donc, le webinaire aujourd'hui, donc effectivement, c'est un webinaire, comme le disait Jenny, qui est présenté par Elsan et Livy. C'est une endométriose en 2023, du diagnostic à la prise en charge spécialisée. Et donc, on aura les interventions du docteur Jean-Marie Le Guevel et du docteur Frédéric Chiche. On peut passer à la slide suivante. Alors, Jenny, on te laisse juste nous rappeler un peu qui nous sommes, effectivement. Oui, je suis très heureuse, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous accueillir virtuellement dans le centre Elsan-Livy de Saint-Denis. Qui sommes-nous? En effet, certains le savent déjà, Livy, c'est le leader européen de la téléconsultation. Comme vous allez voir dans la slide suivante, il est présent à la fois bien sûr en France, mais aussi au Royaume-Uni, en Allemagne, en Norvège et bien sûr en Suède, là où il est né. Et actuellement, on a plus de 1 million de téléconsultations, plus de 500 médecins salariés. Et les patients que nous accueillons ont en particulier des difficultés d'accès aux soins. Quant à Elsan, donc qui est notre partenaire au centre de santé Elsan-Livy, c'est un des plus gros réseaux de cliniques en France et il compte notamment parmi ces cliniques la clinique de l'Estrée à Stein où travaille Dr Chiche qui nous fait donc l'honneur de participer à ce webinaire aujourd'hui. Je te laisse la parole, César, pour la suite de la présentation. Parfait, merci Jenny. Alors, vous étonnez pas si on va essayer d'aller vite, parce qu'en gros, on va avoir moins de 90 minutes pour aborder ce sujet. Donc, on va faire une première partie avec donc, le docteur Le Guevel, qui est gynécologue chez Livy. On va parler donc effectivement de généralité et de la prise en charge initiale. Ensuite, on aura donc l'intervention du docteur Chiche, qui est chirurgien gynécologue et qui nous parlera des prises en charge complexes et recours. D'ailleurs, Frédéric, si tu veux intervenir lors de la première partie, c'est avec plaisir. Concernant les questions, on essaiera d'y répondre au fil de l'eau. Parfois, on les regroupera peut-être à la fin si on ne peut pas répondre à toutes les questions. Et puis, Jenny nous donnera juste un petit mot sur les précisions concernant le centre de santé donc Elsan-Livy, donc qui est en Seine-Saint-Denis. Pourquoi la Seine-Saint-Denis? Juste une petite aparté, ça a du sens parce que nous, en téléconsultation, effectivement, on a énormément d'appels sur ce secteur. Pour rappel, nos patients, c'est surtout des patientes, 2 tiers de patientes, 2 tiers de jeunes patientes et beaucoup de motifs de consultation en rapport avec des dysménorrhées. Alors, chez Livy, nous, on a à peu près effectivement 500 médecins. On a la chance de bosser avec une quinzaine de gynécologues et on travaille main dans la main avec eux et ils nous aident justement à débrouiller certaines situations. Et ce qui nous manquait justement, c'est la possibilité de secteur, chez ces patients qui n'ont pas de médecin traitant, de pouvoir adresser sur du présentiel et pour compléter la prise en charge. Voilà, on peut passer à la diapositive suivante.
Donc, Jean-Marie, tu vas prendre la suite sur les généralités et la prise en charge initiale. Merci à toi de faire cette présentation. Je t'interromprai peut-être de temps en temps si on est dépassé par le temps. D'accord. Alors, en fait, je vais essayer de répondre à 2 questions. D'abord, pour le médecin de premier recours que nous sommes, à quel moment évoquer une endométriose et comment la prendre en charge? Et ensuite, quand doit-on passer la main à une structure ou à un confrère plus spécialisé? Alors, la définition de l'endométriose, c'est la présence ectopique de tissu endométrial en dehors de l'endomètre, c'est-à-dire dans des organes où il n'a rien à faire. On trouve 4 formes. Alors, il y a de l'endomètre dans la paroi utérine, dans le myomètre, ça c'est l'adénomiose. Il y a des endométrioses ovariennes, c'est des kystes endométriosiques. Il y a des endométrioses superficielles qu'on peut voir sur le péritoine et des endométrioses profondes qui sont sous-péritonéales, le plus souvent postérieures, au niveau entre l'utérus et le rectum ou antérieures vers la vessie. On passe à la slide suivante. Voilà. Alors bon, les chiffres, vous voyez, c'est très important puisqu'il y a une femme sur 10 qui est porteuse d'endométriose. Les récurrences sont très fréquentes, même après chirurgie, puisqu'on voit qu'à 5 ans, presque la moitié des femmes ont eu des récurrences. Le retard de diagnostic, il est entre 7 et 9 ans. Et ça s'explique par le fait que d'abord la douleur des règles chez la femme est considérée comme normale dans à peu près toutes les cultures. Et puis aussi parce que les médecins voulaient jusqu'à il y a très peu de temps un diagnostic sûr à 100%, c'est-à-dire un diagnostic histologique, dont passage par la chirurgie obligatoire. Actuellement, on a affaire surtout en téléconsultation à des patientes jeunes qui sont des adolescentes ou des adultes jeunes et qui consultent pour dysménorrhée. C'est des dysménorrhées qui sont importantes et qui entraînent des arrêts de travail ou des arrêts de scolarité, de sport, de vie sociale. Chez la moitié des femmes, l'endométriose a eu un impact très négatif sur la vie professionnelle. Et ça, c'est une étude anglaise qui a montré que dans 10% des cas, ça entraîne la rupture du couple. Encore faudrait-il le comparer avec les couples où il n'y a pas d'endométriose. La suivante. Alors, quelles sont les causes de l'endométriose? Les causes de l'endométriose, la plus connue, c'est la dissémination par menstruation rétrograde. C'est-à-dire qu'au moment des règles, la majorité du tissu d'endomètre et de sang est évacuée par le col utérin et par le vagin, mais une partie passe par les trompes et retombe dans le péritoine. Alors, il y aura plusieurs facteurs qui vont, dans ce cas, entraîner l'endométriose. C'est d'abord des menstruations rétrogrades trop importantes, des menstruations rétrogrades associées à des facteurs hormonaux ou à des facteurs immunologiques. Il peut y avoir des disséminations hématogènes ou lymphatiques. Là, on se retrouve tout à fait dans le même profil que les métastases. Et il peut y avoir des métaplasies célomiques, c'est-à-dire à partir de cellules embryonnaires, il va y avoir des transformations en cellules endométriales dans des zones où normalement il n'y a pas d'endomètre. Enfin, les transferts chirurgicaux, on peut trouver des lésions endométriosiques au niveau des cicatrices de césarienne, par exemple. La suivante. Alors, les localisations les plus fréquentes, c'est le myomètre, on l'a vu, dans la paroi de l'utérus, les ligaments utérosacrés, le torus utérin. Le torus utérin, c'est la zone qui est en arrière de l'utérus, au niveau de l'isthme à peu près, et ces lésions vont diffuser à partir de la paroi utérine vers le rectum. Les lésions ovariennes, les kystes, il y a des lésions rectosigmoïdes, les lésions vaginales et des lésions vésicales. Ça, c'est ce qu'on va trouver le plus souvent.
Il y a aussi des lésions. Alors ça, ça vous montre où se trouvent les lésions d'adénomiose. Les lésions d'adénomiose qui vont donner là aussi des douleurs et souvent des métroragies, des métroragies. La suivante. La suivante. Voilà, les localisations particulières qui sont beaucoup plus rares. Vous voyez, appendiculaire, pleuropulmonaire, etc. Ça, on en verra beaucoup moins. Suivante. Alors, ces histoires, l'endométriose intestinale, c'est quand même relativement fréquent et on va avoir des problèmes, par exemple, de rectorragie au moment des règles. Suivante. L'endométriose urinaire. Alors, c'est pareil, on va avoir dans l'endométriose urinaire, on va avoir des phénomènes de pseudocystite au moment des règles. Les localisations thoraciques, ça, on n'en verra pas beaucoup, heureusement, mais ça peut arriver. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que, en dehors des cas les plus fréquents qui sont des endométrioses pelviennes, il faut se méfier de tout événement bizarre qui se reproduit systématiquement au niveau des règles, au moment des règles. Suivante. Voilà, c'est souvent les lésions sont multiples, c'est-à-dire qu'on va avoir par exemple une adénomiose, mais aussi une endométriose superficielle ou profonde ou ovarienne. Alors la consultation, d'abord la consultation, on va essayer de voir quels sont les... Il va falloir essayer d'analyser la douleur. Alors la plupart du temps, c'est un problème de dysménorrhée. C'est pour ça qu'on va les voir. Souvent, à cette dysménorrhée va s'associer une dyspareunie profonde qui souvent va être positionnelle. Ça va dépendre des postures, et il y a des postures qui vont être interdites par la douleur. Ensuite, on va pouvoir avoir des douleurs pelviennes chroniques qui surviennent même entre les règles, des douleurs à la défécation, des douleurs en urinant. Le facteur quand même le plus important, c'est la dysménorrhée. Les ménométroragies, on a vu que ça s'associait à la douleur dans le cas de l'adénomiose. L'infertilité, ça ne va pas être notre premier facteur puisqu'on s'adresse principalement à des adolescentes ou à des femmes jeunes, mais on sait qu'il y a très souvent une infertilité qui est liée à l'endométriose. Que ce soit d'ailleurs des facteurs mécaniques, c'est-à-dire des lésions des trompes qui empêchent la fécondation, ou d'autres problèmes qu'on connaît beaucoup moins bien. Quand on aura bien étudié les caractéristiques de la douleur, on va rechercher les facteurs de risque de façon à voir si la personne, si la patiente appartient à un groupe à risque. Et vous voyez que dans les facteurs de risque, il y en a beaucoup, en particulier des facteurs familiaux, des facteurs liés au phototype. C'est souvent des jeunes femmes qui ont eu beaucoup d'acné, qui ont beaucoup de grains de beauté, qui sont très sensibles au soleil. C'est des femmes qui ont eu leurs règles relativement jeunes, qui ont des cycles courts avec des règles plutôt longues. Il y a aussi des problèmes environnementaux. Bon, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de consoeurs aux Antilles et elles mettent sur le chlordécone, qui est un produit qui a été largement utilisé pour la production des bananes. Elles mettent là le chlordécone à l'origine de beaucoup d'endométriose, puisqu'on est là dans une région où le phénotype n'est pas particulièrement clair. La suivante. Donc, on va essayer, devant une douleur qui
nous fait penser à une endométriose recherchée si la patiente est dans un groupe, fait partie d'un groupe à risque d'endométriose. À partir de là, il va falloir essayer de prescrire un traitement adapté le plus vite possible parce que le phénomène s'aggrave chaque fois qu'il y a des règles. Alors, en dehors de ce que je vous ai dit là sur l'étude de la peau, des antécédents familiaux d'endométriose, etc., il y a des questionnaires qui ont été validés, que vous pourrez retrouver, en particulier celle du professeur Chaperon. La suivante. Alors, l'examen gynécologique, eh bien, par chance pour les médecins qui font de la téléconsultation ou pour les médecins généralistes qui sont peu habitués à l'examen gynécologique, il faut bien dire que l'examen gynécologique ne nous apporte pas grand-chose, si ce n'est parfois des ennuis. Ça a l'air d'être provocateur, mais c'est validé par le dernier congrès du Collège de gynécologie et obstétrique français. Alors en effet, l'examen au spéculum ne va pas nous donner grand-chose, si ce n'est exceptionnellement des nodules, et l'examen, le toucher vaginal, nous donnera beaucoup moins de renseignements que l'échographie. Tout au plus, on pourra, grâce au toucher rectal en particulier, ressentir la douleur au niveau d'une image qui a été repérée en échographie. Donc, paradoxalement, là, l'examen clinique arrive après l'échographie. Encore que c'est quand même aller faire un toucher rectal à une femme dont on pense qu'elle a une lésion d'utérus utérin, alors qu'elle vous a expliqué que certaines positions, elle ne peut pas avoir de relations sexuelles en levrette, encore moins de sodomie, parce que, bon, là, le toucher rectal paraît un peu superflu. Donc, le premier examen en imagerie, c'est l'échographie. L'échographie qui va pouvoir montrer relativement facilement les kystes ovariens, qui va pouvoir montrer des nodules recto-vaginaux. Ça, c'est déjà plus compliqué. Il faudra là un échographiste bien expérimenté sur ce type de pathologie. On pourra voir aussi de l'adénomiose, alors soit parce qu'on voit cet aspect vacuolé de l'endomètre, du myomètre, pardon, soit parce qu'on voit surtout une asymétrie entre, par exemple, la paroi postérieure et la paroi antérieure de l'utérus. Parce que généralement, les lésions d'adénomiose se trouvent de façon asymétrique sur une paroi, et donc on va avoir une paroi très épaissie par rapport à l'autre. Les limites, évidemment, c'est les patientes vierges, puisqu'on a des patientes jeunes à qui on ne pourra pas faire d'échographie endovaginale, qui est quand même celle qui donne le plus de renseignements. L'IRM, c'est quand on n'arrive pas à voir, quand on ne voit rien à l'échographie ou quand on a des doutes. Ça ne sera pas l'examen de première intention, ça sera plutôt en seconde intention. Il faut savoir que l'imagerie, que ce soit l'échographie ou l'IRM, même si on ne trouve rien, il peut quand même y avoir de l'endométriose. La suivante. La célioscopie, qui autrefois était pratiquement obligatoire, maintenant ne l'est plus, elle permet de visualiser les lésions qui sont suspéritonéales et superficielles. Elles ne permettent pas de voir par contre les lésions profondes sous-péritonéales. Normalement, quand on dessine une célioscopie, on essaie, en plus du diagnostic, de faire un traitement le plus complet possible. Alors, le test salivaire, c'est un test qui retrouve dans la salive 109 micro-ARN qui sont des marqueurs de l'endométriose. Ce test, il est sensible à 96%. Il a une spécificité qui est autour de 95%.
Il est actuellement commercialisé en Suède, en Norvège, en Allemagne, en Arabie Saoudite et dans les Émirats. Pour le moment, pas encore en France. On cherche à définir une population cible et ça va dépendre surtout du tarif qui varie entre 500 et 1000 euros et les conditions de remboursement. De toute façon, même si on a un test positif, il faudra quand même faire de l'imagerie pour savoir où sont les lésions. Donc, oui, l'imagerie, elle va être soit vers l'échographie, soit vers l'IRM, surtout en fonction de ce qu'on recherche. Il est certain que si on recherche un nodule d'utérus utérin, ça sera plutôt l'IRM. Alors, le traitement médical, c'est le traitement qu'il va falloir que nous mettions en place, et ça va souvent être un traitement test. C'est-à-dire que on a l'impression que les douleurs nous évoquent une endométriose. La patiente, elle fait partie d'un groupe à risque. Donc, on va mettre en place un traitement de test. Ce traitement de test, c'est bien sûr les anti-inflammatoires, mais surtout la mise en place d'une aménorrhée. Suivante. En ce qui concerne l'adénomiose, il va falloir traiter en plus des douleurs les hémorragies. Pour l'infertilité, là, on est bien sûr, on est totalement inefficace avec nos traitements, et d'autant plus que les traitements qu'on va mettre en place pour avoir une aménorrhée, il va falloir les arrêter en cas de désir de grossesse. Suivante. Donc, le traitement médical, c'est les AINS. Alors, on parle souvent du fluiprofène, c'est l'Antadis. On utilise aussi l'acide méfanamique, c'est le Ponstil. Et on peut utiliser aussi le kétoprofène, bien sûr, chez les femmes qui n'ont pas de problème gastrique. Suivante. Il va falloir également entraîner une aménorrhée. Le traitement par anti-inflammatoire et l'aménorrhée sont efficaces dans 30 à 70% dans la douleur et améliorent le score. Alors, le score de l'American Fertility Society, c'est un score extrêmement compliqué où on donne des points en fonction des lésions qui sont sur tous les organes du pelvis et en fonction de leur taille. Et ça varie entre 1 et 70 points. Donc, on améliore ce score et on arrête de temps en temps, pas toujours, la progression. Vous voyez, on l'arrête quand même dans 60% des cas au lieu de 20% pour les cas non traités. Ce qu'il faut savoir, c'est que la progression de la maladie, elle peut se faire, il n'y a pas obligatoirement une progression des lésions d'endométriose. Ça veut dire que la lésion d'endométriose ne va pas forcément grandir, elle ne va pas forcément diffuser. Par contre, ce qui va progresser pratiquement toujours, c'est l'inflammation qui est autour de la lésion d'endométriose. L'inflammation et la réaction fibromusculaire, elle grandit à chaque règle. Tous les mois, vous avez du sang qui est extravasé dans ces tissus et il y a une réaction inflammatoire. Et la douleur, pareil, elle va passer d'une douleur normale en réaction à cette inflammation à une douleur pathologique par sensibilisation de l'axe neurologique de la douleur. Évidemment, il faudra tenir compte des effets secondaires. Donc, l'aménorrhée, on va la déclencher grâce à des estroprogestatifs qu'on va donner en continu, ou alors qu'on va donner 3 mois avec 7 jours d'arrêt, c'est-à-dire qu'on aura des règles que 4 fois par an au lieu de 12. Là, il faut donner 4 plaquettes de contraception hormonale combinée, 4 plaquettes, plus 7 jours d'arrêt, ça fait 3 mois. On arrive à diminuer les douleurs et on diminue le volume de l'endométriose. Par contre, quand on arrête, l'effet rebond est rapide. Et il faut tenir compte du risque thromboembolique. Là,
je vous renvoie aux contre-indications de la contraception estroprogestative. Suivante. Le SIU au lévonorgestrel, alors le SIU dosé fortement à 52 mg, c'est-à-dire le Mirena. C'est ce qu'on utilise en pathologie. On l'utilise presque plus en contraception, mais on continue à l'utiliser pour les problèmes d'adénomiose et pour les problèmes de règles trop abondantes. Voilà, il y a un passage stérique qui est faible. Vous savez qu'il y a quelques cas d'acné ou de perte de cheveux, mais c'est en général bien supporté. Suivante. Les microprogestatifs, on va les utiliser quand on a une contre-indication aux estroprogestatifs. Et là, on va utiliser soit le désogestrel à 75 microgrammes, soit l'implant Nexplanon. Suivante. Le Dienogest, c'est un nouveau progestatif qui est utilisé spécifiquement dans le cadre de l'endométriose. Attention, ce n'est pas un contraceptif, donc il faudra associer une contraception mécanique au Dienogest. Et il a pour le moment les contre-indications cardiovasculaires des estroprogestatifs. Le danazole, je ne vous en parle pas parce qu'on ne l'utilise plus. Les macroprogestatifs, qu'on a beaucoup utilisés pour entraîner une aménorrhée, parce que ce sont des progestatifs antigonadotropes. Vous connaissez le luténil, le lutéran en particulier. La colprone existe toujours, la surgestrone n'existe plus. Alors, vous savez que le problème des macroprogestatifs, c'est qu'ils entraînent un surrisque de méningiome. Donc, ça demande une surveillance par IRM des méningiomes. La suivante. Alors, les traitements de seconde intention. Là, on arrive justement au moment où il va falloir passer la main à une structure plus spécialisée. Quand est-ce que vous allez devoir passer la main? Vous allez passer la main quand, premièrement, malgré les anti-inflammatoires et l'aménorrhée, vous n'arrivez pas à un résultat positif. La deuxième raison, c'est vous avez à l'imagerie trouvé des lésions qui sont des indications chirurgicales. Et la troisième raison, c'est que vous êtes passé du stade de douleur normale liée à l'inflammation à une douleur pathologique qui est liée à la sensibilisation. Quand il y a sensibilisation, vous allez avoir une douleur d'abord qui va devenir déclenchée par des stimuli très, très petits, c'est-à-dire le contact quand elle est assise, la pose d'un tampon, tout ça, ça va déclencher la douleur. La douleur, elle va s'étendre à une zone beaucoup plus large, elle va plus savoir où est-ce qu'elle a mal, si c'est au vagin, à la vessie, au rectum, elle a mal partout dans le pelvis. Et ensuite, dans la durée, la douleur va se prolonger. Par exemple, un rapport sexuel va être douloureux, mais cette douleur, elle va persister longtemps après la fin du rapport sexuel. Donc, les traitements... attends, là, tu es passé un peu vite. Voilà, les traitements de seconde intention, c'est les agonistes de LHRH. Alors, vous savez que là, on a un risque quand même qui est lié à... Vous avez une ménopause artificielle qui va entraîner des problèmes d'ostéoporose et tous les problèmes liés à la ménopause. Donc, c'est un traitement qu'on pourra faire maximum pendant 1 an et avec une add-back thérapie, c'est-à-dire en rajoutant une dose d'estrogène suffisante à enrayer les risques liés à la ménopause artificielle. La suivante. Alors ça, c'est pour plus tard. C'est les inhibiteurs de l'aromatase, les SERM, c'est-à-dire c'est les modulateurs spécifiques des récepteurs aux estrogènes. Les SPRM, c'est les modulateurs spécifiques des récepteurs à la progestérone. Bon, ça a été employé avec succès pendant quelques années. C'était l'acétate du lipristal, que vous avez peut-être connu, mais que vous connaissez certainement parce que c'est ce qu'il y a dans l'Elawan, la pilule d'urgence. Et ça a été arrêté
à cause de pathologies hépatiques importantes. Et enfin, les anti-TNF-alpha, ça, c'est pour le futur aussi. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que il y a des endométrioses qui sont asymptomatiques, et là, on ne donne aucun traitement médical. À partir du moment où on a dépassé les possibilités qu'on a, nous, médecins de premier recours, il faudra aller vers une approche multidisciplinaire, à la fois médicale, chirurgicale, psychologique. Voilà. Et le choix du traitement se fait cas par cas, parce qu'on ne traite pas pareil une endométriose profonde, une adénomiose, etc. Et souvent, il y aura plusieurs traitements successifs, et les traitements médicaux que j'ai abordés, on va les employer au début pour essayer de bloquer l'évolution, mais on va aussi les employer en post-chirurgical pour essayer d'éviter les récidives. Voilà. Merci Jean-Marie, c'était très clair. Jenny, tu prends la suite donc pour présenter la clinique de l'Estrée. Oui, merci docteur Le Guével. En effet, pour présenter docteur Frédéric Fisch, qui travaille notamment à la clinique de l'Estrée, je voulais faire un petit focus sur cette clinique à Stein, qui a donc, comme vous pouvez lire la slide, hein, plusieurs services et notamment un parcours coordonné autour de l'endométriose dont Frédéric Fisch est le chef. Voilà. Donc, je vous laisse la parole, docteur Fisch, pour la suite de la présentation. Alors, bonjour à tous et bravo à Jean-Marie pour le survol, parce qu'il avait la charge titanesque de nous faire survoler à la fois le diagnostic et les grands principes du traitement d'endométriose. Je vais essayer de vous expliquer d'abord exactement ce qui se passe à l'Estrée, et puis ensuite comment est-ce qu'on entrevoit ce dialogue nécessaire entre les professionnels de premier recours que sont les médecins généralistes, les sages-femmes, les gynéco-médicaux, et puis ces centres, et comment ça s'insère au sein des filières telles que l'a imaginé l'Agence régionale de santé. En fait, le centre de l'Estrée, le centre d'endométriose de l'Estrée, s'est constitué suite à la réponse à un appel à projet qui a été initié par l'Agence régionale de santé partout en France, par les agences régionales de santé. Nous, on a répondu à l'appel à projet de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, dont l'objet, en fait, était de créer un maillage territorial pour essayer de résoudre deux grosses problématiques auxquelles tous les praticiens confrontés à des patientes endométriosiques étaient, devant lesquelles on était quotidiennement confrontés, qui était le retard au diagnostic, un retard au diagnostic qui pouvait aller jusqu'à 10 ans, et un retard à la prise en charge thérapeutique qui parfois pouvait avoir des conséquences gravissimes pour la santé ou pour la fertilité des patientes, sans parler même du retentissement considérable que la maladie pouvait avoir sur leur qualité de vie. Alors, pour répondre à cet appel à projet, il fallait remplir un cahier des charges, mettre en place un parcours de soins coordonné, et donc c'est ce qui se passe à l'Estrée, où on a une coordinatrice de ce parcours de soins qui va permettre aux patientes de s'orienter à l'intérieur du parcours. On a constitué une équipe multidisciplinaire sous l'impulsion du directeur de l'établissement, Gorka Noir, donc une équipe à la fois chirurgicale, mais multidisciplinaire en chirurgie, c'est-à-dire que les chirurgiens gynécologues, mais aussi urologues et digestifs, qui interviennent parfois concomitamment auprès de la même patiente. Il y a des spécialistes de la douleur, alors médecins de la douleur, mais aussi spécialistes du care de la douleur, c'est-à-dire des sophrologues, des psychologues, à la fois la douleur psychique et la douleur somatique. Jean-Marie l'a dit, en tout cas, c'est apparu dans une de ses slides. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études épidémiologiques qui montrent qu'au sein de la population des femmes qui présentent une endométriose,
on trouve une fréquence plus élevée que dans la population générale de patientes qui ont été victimes de violences psychologiques ou physiques ou sexuelles. Et inversement, quand on examine cette fois-ci les papiers qui sortent sur des études épidémiologiques concernant les patientes victimes de violences, on trouve aussi une surincidence d'endométriose. Donc, il y a un lien très, très proche entre ces deux problématiques. Donc, un vrai centre, on va dire qu'un centre d'endométriose version 2023 doit abriter en son sein la capacité d'accueillir ces patientes et ces problématiques. Donc, en dehors de la chirurgie et de la douleur, il y a la problématique de la fertilité. Et donc, je vous rappelle qu'aujourd'hui, presque une patiente sur deux prise en charge en centre d'assistance médicale à la procréation présente une endométriose. Donc, c'est très important d'avoir ce lien-là. Une partie des réponses est que les patientes endométriosiques, elles ont en général au moins deux problématiques. Elles ont la problématique de la douleur et puis la problématique de la fertilité. Alors, parfois, elles ont qu'une des deux problématiques. Souvent, elles ont les deux problématiques associées, ce qui rend complexe leur prise en charge. Et puis, le pilier diagnostique de toute cette prise en charge, c'est d'avoir une équipe d'imageurs. Alors, Jean-Marie l'a dit, à la fois des échographistes, mais aussi des experts en matière d'IRM pelvienne. Et on ne s'improvise pas radiologue, spécialiste de l'endométriose. Ça nécessite une formation assez longue pour pouvoir discerner en fait et cartographier correctement toutes ces patientes. Comme il l'a dit, chaque patiente présente un cas particulier, une topographie particulière de ses lésions. Et nous, on ne peut pas travailler sans ces imageurs, on va dire, ultra spécialisés. Et donc, en fait, l'idée d'un centre de recours, c'est d'écrire une partition pour pouvoir finalement faire jouer, comme dans un orchestre, les spécialistes de la chirurgie, les spécialistes de la douleur, de la fertilité et de l'imagerie. Et le moment clé où tous ces spécialistes vont se retrouver, c'est la réunion de concertation pluridisciplinaire, à l'image de ce qui se pratiquait déjà en cancérologie, et qui permet de discuter des dossiers au cas par cas. Alors, l'idée clé qu'il faut vraiment véhiculer, c'est qu'il ne s'agit pas que toutes les patientes présentant une endométriose soient présentées en RCP. 80% au moins des patientes peuvent et doivent être prises en charge par des praticiens de premier recours et n'ont pas besoin d'être ni prises en charge ni présentées dans un centre de recours. L'importance, c'est le lien à la fois, alors il est double ce lien parce que le centre de recours lui-même, par exemple celui de l'Estrée, appartient à une filière territoriale, il y en a 4 en Île-de-France, et nous on travaille de concert avec l'hôpital des Diaconesses, l'hôpital Tenon, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, mais aussi la clinique qui est à Sarcelles, donc l'hôpital nord-parisien, et d'autres structures qui sont dans ce qu'on appelle la filière Paris-Nord-Est. Ce travail collaboratif qu'on fait avec ces autres structures, ça nous permet à la fois de partager nos protocoles de prise en charge, parfois même d'échanger autour de dossiers ultra complexes, et puis surtout d'organiser ce maillage territorial qui est voulu par l'ARS, et dont le but est vraiment de créer des liens. L'objectif clé, et là, c'en est une démonstration, ce webinaire, c'est d'essayer pas simplement de partager les mêmes connaissances, c'est surtout de partager le même langage, de parler l'endométriose comme on parlerait une langue étrangère, mais de la parler tous avec les mêmes référentiels. Il faut que les mots aient le même sens dans toutes les équipes, au sein de tous les soignants qui prennent en charge ces patientes-là. Je vous rappelle cette phrase de Camus, « à mal nommer les choses, on ajoute au malheur du monde ». Et on voit beaucoup de prises en charge de patientes qui sont, disons, pas conformes aux recommandations des bonnes pratiques et qui sont simplement liées au fait que on ne s'entend pas, en fait. On ne se parle pas de la bonne manière, ce qui fait qu'il y a une perte
il y a une perte de sens et il y a une perte d'informations essentielles qui se fait au détriment des patients. Donc déjà, s'accorder sur le langage. Ensuite, s'accorder sur les référentiels de bonne pratique. Il y a les recommandations de la HAS de 2017 qui sont importantes à partager et qui donnent un repère. Alors, on est déjà 6 ans après, les choses ont un peu bougé, il y a des publications qui sortent régulièrement dans la littérature, et là encore, l'appartenance, le fait d'être amarré avec un centre de recours et une filière territoriale, ben, ça permet d'être au courant des résultats des derniers essais publiés, des modifications des recommandations de bonne pratique. Ça permet aussi de partager les mêmes réflexes. Il y a des choses qu'on ne devrait plus voir, qu'on ne devrait plus faire. Il y a des patientes, alors l'errance diagnostique ne devrait plus exister. Hein, je vous rappelle, 10 ans, c'est quand même fou. C'est des patientes qui commençaient souvent à être symptomatiques au moment en fin d'adolescence, au moment des classes de première terminale, et pour lesquelles on va poser un diagnostic alors qu'elles ont pas loin de 30 ans. Donc, ce sont des femmes qui ont eu cette décennie 20-30, qui est quand même la décennie où on est étudiant, où on s'ouvre au monde, qui a souvent été empêchée par cette pathologie. Alors, cette errance diagnostique. D'autre part, ensuite, il faut éviter collectivement l'errance thérapeutique. C'est-à-dire ces patientes qui sont soit baladées avec des prescriptions qui sont inefficaces, soit au contraire, qui sont prises en charge, mais pas prises en charge en conformité avec les recommandations des bonnes pratiques. Et on ne devrait plus voir des interventions chirurgicales itératives, des patientes opérées 2, 3, 4 fois. Normalement, idéalement, une femme, si elle est opérée, et c'est une minorité des patientes, si elle est opérée, devrait être opérée qu'une seule fois dans sa vie. De la même manière qu'on ne devrait plus voir des prises en charge chirurgicales incomplètes, la célioscopie qui consiste à aller couper 3 adhérences, enlever un petit kyste, faire un petit prélèvement. Ça ne doit plus exister aujourd'hui. La chirurgie d'endométriose est parfaitement codifiée, systématisée, standardisée, de telle manière à ce qu'il y a aujourd'hui, on va dire, 3, 4 différentes procédures. Et ces procédures-là, quand elles sont indiquées, elles doivent être réalisées dans les règles de l'art. Et l'appartenance à la filière, même pour les autres chirurgiens, c'est une manière aussi de s'accorder sur ces protocoles de prise en charge thérapeutique. Je vous donne d'autres exemples. Récemment, j'ai vu en consultation une patiente qui présentait une adénomiose et qui avait, à ma grande surprise, parce qu'elle était vivante et j'en croyais pas mes yeux, 3 grammes d'hémoglobine. Cette patiente a été baladée depuis des années avec des traitements hormonaux progestatifs inefficaces et quand on reprenait les nums antérieurs, on voyait la numération qui passait de 10 à 9, à 7, à 6, à 5, à 4. Et le traitement était toujours poursuivi, alors que là, d'évidence, il y avait besoin d'un recours et d'une prise en charge. Alors, toute la difficulté, hein, je vous l'ai dit, c'est d'abord d'établir ce dialogue, de l'enclencher, d'apprendre cette langue, et puis ensuite de trier les patientes et d'avoir, alors au départ, évidemment, on le fait avec un moins bon discernement qu'au bout d'un certain temps, où finalement, les réflexes sont partagés, les habitudes sont prises, et on voit très bien les patientes qui peuvent être prises en charge sur le terrain en premier recours, au minimum 80, si ce n'est pas 85-90% des patientes, et puis sélectionner les patientes qui sont prises en charge en unité de recours au sein de ces filières ultra spécialisées. Ça ressemble un peu, et c'est la volonté de l'ARS, en tout cas en Ile-de-France, ça ressemble un peu à la prise en charge de la prématurité. Quand on a organisé la régionalisation des soins périnataux, qu'on a organisé maternité de type 1, type 2, type 3, l'idée n'était pas de dire que le type 3 était mieux que le type 2 ou que le type 1. L'idée initiale, et qui a été ensuite dévoyée par la grande presse, etc., et qui a fait croire aux patientes qu'il ne fallait accoucher qu'en type 3, l'idée initiale, c'était de dire il faut qu'il y ait une adéquation entre le niveau de risque périnatal pour un accouchement et le niveau de la structure qui prend en charge la patiente. Là, c'est exactement la même chose. L'idée, c'est de se dire il y a des patientes
qu'il faudra adresser très rapidement en centre de recours. Une patiente de 33 ans, j'en ai vu une il y a 2 heures, qui a une AMH à 0,2, qui indique qu'elle a une réserve ovarienne quasiment épuisée. Eh ben, cette patiente-là, il ne faut pas traîner. Il faut très vite qu'on puisse lui proposer une préservation ovocytaire qui est encore possible à l'âge qu'elle a là, mais qui sera plus possible une fois qu'elle aura consommé tous ses ovocytes. Donc, il y a parfois des vraies urgences. J'ai vu encore récemment une patiente, alors ça, c'est le piège le plus grave de l'endométriose. C'est une patiente qui a des grosses lésions, mais qui est peu symptomatique et qui a en particulier des lésions urétérales, ou en tout cas des lésions qui entraînent une compression urétérale à bas bruit, qui ne va pas nécessairement entraîner une symptomatologie de colite néphrétique, mais qui finalement va entraîner une dilatation pyélocalicielle, le plus souvent unilatérale, hein, qui est consécutive à une infiltration de son paramètre. Et puis petit à petit, le rein va de plus en plus souffrir jusqu'à devenir un petit rein non fonctionnel. Et cette patiente, parce qu'on aura perdu du temps, parce que des bonnes décisions n'auront pas été prises, celle de protéger son rein, va le perdre. Et on sera obligé de réaliser dans la prise en charge thérapeutique une néphrectomie avec une urétrectomie totale. Donc ça, c'est des formes qui malheureusement se voient encore alors qu'elles ne devraient plus se voir aujourd'hui. Et on a un vrai problème pour la totalité des patientes de se repérer finalement. Donc l'idée, c'est que partout sur le territoire, elles aient affaire à des praticiens qui partagent et le même langage et les mêmes réflexes et qui connaissent la manière de trier les patientes, d'adresser rapidement certaines patientes, de garder d'autres patientes qui pourront être prises en charge et qui n'ont pas besoin de se retrouver en centre de recours, hein, de la même manière que quand on accouche d'une grossesse normale, on n'a pas besoin d'aller accoucher dans une maternité de niveau 3. Voilà, donc c'est ça l'idée. Hein. Je ne sais pas si voilà, j'ai essayé de vous résumer ce qu'on essaye de faire, en tout cas, à la fois d'un point de vue clinique, au sein de la clinique de l'Estrée, mais aussi du point de vue organisation des soins au sein du comité de pilotage de la filière Paris-Nord-Est. Voilà. Et puis maintenant, je peux répondre évidemment à toutes les questions et continuer à dialoguer avec vous. C'est très clair, Frédéric. Merci mille fois. On va récupérer quelques questions là sur le chat, donc n'hésitez pas à les poser. On va les trier. Moi, j'ai d'autres questions que je vais rajouter qui avaient été posées lors de la préparation du webinaire. Juste 2 minutes. Pendant ces 2 minutes de préparation des questions, Jenny, tu as peut-être des informations à nous donner sur juste notre centre de santé? Oui, écoutez, encore merci, Dr Chiche et Dr Leguével, pour vos interventions parce qu'elles sont tout à fait complémentaires et elles montrent ce que l'on essaye de mettre en place au sein du centre de santé Elsan Livy à Saint-Denis, c'est-à-dire un vrai dialogue entre la médecine de ville et l'hôpital avec des parcours de soins organisés. Le centre de santé était notamment ravi de pouvoir vous convier à ce webinaire parce que le projet de santé est notamment basé sur la santé de la femme et de l'enfant. C'est un centre qui a ouvert en janvier dernier. Pour l'instant, on a 2 médecins généralistes, 2 sages-femmes échographistes et récemment nous a rejoint un médecin généraliste avec un DU de gynécologie. C'est la slide suivante. Mais nous recrutons encore des médecins généralistes, des pédiatres, sages-femmes et aussi gynécologues, endocrinologues et même dermatologues. C'est un centre qui est situé à Saint-Denis, dans l'ancien couvent des Ursulines, avec un parc à l'intérieur, avec des salles de consultation, on va dire très hougueux à la suédoise, des espaces fluides où on essaye d'instaurer un climat serein à la fois pour les praticiens et pour les patients, avec des commodités comme une salle de douche, par exemple, pour les praticiens qui viendraient en vélo. Le centre de Saint-Denis, il est accessible en vélo, mais il est aussi accessible par le RER, par la ligne 13
qui est elle-même reliée à la ligne 14. Il est au centre, vous voyez, c'est le petit point rouge sur le plan. Donc, il est au centre de 3 stations de métro. Il est extrêmement bien desservi. On est dans un quartier résidentiel historique qui est entouré à la fois de maisons, mais aussi particulièrement d'établissements d'enseignement et d'établissements médico-sociaux. Et cet établissement donc est à 15 minutes de la clinique de l'Estrée, qui donc relève du réseau des cliniques Elsan et avec lesquelles donc on travaille en étroite collaboration. Voilà. Et cette présentation, c'est aussi pour vous dire donc qu'on recrute et que si vous êtes intéressé par notre projet de santé, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur praticien@livy.fr. Et puis, vous pourrez aussi retrouver les mêmes informations sur notre site web. Et bien sûr, moi-même, Jenny Legris, je me tiens à votre entière disposition pour vous donner plus de renseignements aujourd'hui ou plus tard. Voilà. Je redonne la parole à César parce que je pense que là, vous avez pu faire. Ouais, super. Merci Jenny. On a des questions. Avant ça, Frédéric, tu as levé la main? Oui, j'ai levé la main parce que je voulais très, très brièvement rebondir sur les propos de Madame Legris et aussi ceux qui avaient été tenus par Jean-Marie autour de l'examen clinique et l'endométriose. Et ce qui est très intéressant dans le modèle dont on parle ce matin, c'est à la fois ce lien ville-hôpital, on va dire, mais aussi l'intégration dans le parcours de soins de moments présentiels et de moments distanciels, c'est-à-dire de moments en téléconsultation. Et on peut s'étonner au départ de se dire, est-ce que finalement l'endométriose est une bonne pathologie? Est-ce que l'endométriose est adaptée à une prise en charge en distanciel? Alors, sur l'examen clinique et sur ce qu'a voulu, on n'a pas suffisamment de temps et je voyais très bien ce que voulait dire Jean-Marie quand il a expliqué un certain nombre de réserves autour de l'examen clinique qui sont consécutives à la mise en cause d'un certain nombre de praticiens autour de violences. On ne peut pas dire que l'examen clinique soit inutile. Maintenant, il doit être extrêmement prudent parce que il est évidemment, alors il permet parfois de faire un diagnostic en première intention, mais il n'est pas totalement nécessaire à ce diagnostic en première intention. Je m'explique. Vous posez un spéculum pour faire un frottis vaginal, un frottis cervical, pardon, vous voyez un nodule bleuté dans le cul-de-sac de Douglas, bah, évidemment, là, ça évoque l'existence d'une endométriose. Maintenant, aller examiner une patiente qui se plaint de dysménorrhée, de dyspareunie, de dyschésie rectale en première intention pour établir un diagnostic sans avoir de résultats échographiques et sans de résultats IRM, bah, vous risquez effectivement de tomber dans le cyclone, dans l'œil du cyclone actuel. Je vous rappelle qu'un de nos collègues est mis en cause pour violence volontaire, tout simplement parce que il savait que cette patiente avait des douleurs spontanées et il savait que l'examen clinique allait réactiver ces douleurs. Et donc, il savait que son examen allait provoquer des douleurs. Et on est dans toute la complexité aujourd'hui autour du consentement de certains mouvements qui essayent de mettre à distance du corps de la femme. Vous savez qu'il y a un grand mouvement néo-féministe qui va dans ce sens-là et qui touche aussi le corps médical. Et donc, il faut être extrêmement prudent, en tout cas, au moins de toute évidence, ne pas considérer que la prise de rendez-vous en réel est un consentement à l'examen clinique, que ce consentement est implicite, donc il faut demander une reformulation de ce consentement, être interrogé, être examiné, prévenir les patientes que cet examen clinique peut être douloureux et sera sûrement douloureux et risque de réactiver. La place exacte de l'examen clinique, il est probablement plus dans le bilan préchirurgical où on cherche à établir un lien direct entre l'existence d'une lésion ou l'identification d'une lésion à l'IRM et la douleur. Donc là, on va appuyer là où ça fait mal, si j'ose dire, pour s'assurer qu'il y a bien une imputabilité directe entre la lésion et puis la douleur. Donc ça, c'est pour l'examen clinique. Maintenant, je reviens sur la consultation en distanciel. Dans l'histoire d'une patiente
qui présente une endométriose, il va y avoir plein de moments d'interaction, que ce soit au départ pour l'évoquer, ensuite pour adapter le traitement médical, pour en évaluer l'efficacité, pour discuter d'éventuels effets secondaires, pour parler de la nécessité d'un recours en centre spécialisé. Tous ces moments-là, ils peuvent tout à fait s'opérer de manière distancielle en téléconsultation. Alors, j'ai été le premier surpris parce qu'au début, moi, j'y croyais pas à la téléconsultation pour endométriose. Alors, j'ai fait des téléconsultations de deuxième avis, c'est des consultations assez longues qui nécessitent d'abord d'avoir reçu le dossier médical complet, de l'avoir regardé. Mais comme une grande partie, finalement, de tout cet échange avec les patients qui présentent une endométriose se fait autour de l'interrogatoire, et cet interrogatoire, il peut être mené de deux manières différentes. Il peut être mené de manière non formalisée, comme on mène la plupart de nos interrogatoires. Et aujourd'hui, il y a des vrais questionnaires formalisés qui permettent à des algorithmes ensuite d'augmenter la prédictivité d'un diagnostic ou d'un pronostic. Tout ça peut être tout à fait fait par téléconsultation, et je suis même convaincu que dans l'avenir, à la téléconsultation va s'ajouter l'intelligence artificielle, et que ces téléconsultations, elles seront probablement, préparées à travers des auto-questionnaires qu'on enverra aux patientes et qui seront interprétés par des algorithmes et qui permettront ensuite de nous aider à faire ces premières consultations. Voilà, donc tout ça pour dire que le modèle qu'on a là à Saint-Denis, entre le centre de santé de premier recours, avec des sages-femmes, des médecins généralistes, bientôt ce médecin qui a un DU de gynécologie, allié avec de la téléconsultation, tout ça rattaché à un centre de recours lui-même rattaché à la filière territoriale, c'est probablement un des modèles les plus aboutis qui existent et qui soit complet, qui permettent une prise en charge vraiment centrée autour du patient. Et c'est un extraordinaire, en tout cas, outil de sélection et de tri des patients. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Oui, super. Moi, j'en suis convaincu aussi, et c'est une excellente nouvelle pour les patientes qui sont sur ce secteur. Je vais regrouper un peu, là, on a quelques questions à vous poser à tous les deux. Je vais les regrouper parce qu'il y avait eu d'autres questions qui avaient été posées au préalable. Donc là, effectivement, Frédéric, tu viens de nous parler du réseau des correspondants en endométriose. Là, maintenant, sur ce secteur, on sait où c'est. Imaginons un médecin généraliste qui est sur un autre département, sur un secteur. Il voit une patiente en consultation. Il aimerait bien adresser à des experts. Où est-ce qu'il peut trouver ces informations? J'ai vu qu'il y avait un site qui s'appelait Resendo, mais je n'ai pas l'impression qu'il soit très complet. Alors, Resendo, c'est le site de la première filière qui s'est constituée autour de l'hôpital Saint-Joseph et qui correspond à Paris-Sud. Mais je dirais qu'aujourd'hui, il y a un maillage territorial complet qui est organisé par les ARS. Donc, chaque région… Alors, c'est presque plus facile en province qu'à Paris, parce qu'à Paris, c'était difficile de faire une seule filière, donc ils en ont fait 4. Et c'est vrai que le découpage territorial n'est pas très intuitif. Mais ensuite, vous allez en Bretagne, il y a Endo-Braise, en Aquitaine, il y a le réseau, il y a toute la filière Endo-Aquitaine, etc. Autour de Lyon, il y a encore une autre filière. Aujourd'hui, en cherchant sur Google les filières qui sont pilotées par l'ARS, on doit trouver, en tout cas, on doit pouvoir identifier très rapidement qui fait quoi et où. Voilà. Parfait. D'accord, très bien. Normalement, chaque filière a son site internet. Alors évidemment, Paris, c'est plus compliqué que la province, donc on va ouvrir le nôtre en dernier, probablement bientôt, mais on a des problèmes. On est sur la version bêta du site, donc on ne va pas tarder à l'ouvrir. Ok, parfait. Donc ça, c'était pour répondre à une question de Denis Mireux. Il y a Caroline Sportiello qui nous pose une question. Bonjour, est-ce que c'est à nous en téléconsultation
d'initier une contraception en continu si suspicion d'endométriose? Et est-ce qu'on peut, en téléconsultation, prescrire l'échographie? Alors, Caroline, elle pose bien entendu cette question dans les situations très fréquentes où on est face à des jeunes patientes qui n'ont pas et qui n'auront pas de médecin traitant et qui n'ont pas et qui n'auront pas accès à un médecin généraliste dans des délais satisfaisants. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Marie et Frédéric? Alors, moi, je pense qu'en téléconsultation, on peut très bien engager une contraception, qu'elle soit estro-progestative ou progestative en fonction du profil de la patiente, et on peut également prescrire une échographie. Le problème, c'est de savoir qui va la faire. Derrière, Alors, le problème, c'est de savoir qui va la faire. Mais là, on est quand même dans le cadre du premier recours. Voilà. Oui, tout Donc, à fait. voilà, on n'est pas encore dans le cadre où il va falloir s'adresser directement à une structure spécialisée. Oui. Ok, donc idéalement, aller se renseigner sur le réseau localement, éventuellement d'experts et Je proposer. pense qu'on ne peut pas envoyer systématiquement toutes les filles qui ont des dysménorrhées sur le réseau d'experts. Oui, non, bien sûr. Non, ça serait dans le cas où l'interrogatoire, avec notamment, on l'a vu, il y a une très forte suspicion clinique, voire un questionnaire, comme on l'a vu, qui est validé avec des algorithmes. Et à ce moment-là, peut-être proposer donc, en téléconsultation dans certaines situations, si pas de solution alternative, ça pourrait être envisageable. Moi, je pense, oui. D'accord, très bien. Alors, donc là, il y a Guillemette Poyer qui pose une question. Quel traitement proposer aux femmes atteintes ayant un désir de grossesse à court terme? Le dienogeste, s'il n'est pas contraceptif, point d'interrogation. Alors, le dienogeste, il n'est pas contraceptif, mais quand même, il perturbe énormément la folliculogénèse et on peut avoir des grossesses par hasard avec le dienogeste. Mais on ne va pas avoir d'ovulation systématique. Donc, malheureusement, je pense qu'en cas de désir de grossesse, on est obligé d'arrêter le traitement hormonal et de continuer sur des traitements uniquement antalgiques. Et évidemment, alors là, on parle de désir de grossesse chez une femme qui n'a pas de problème de fertilité ou qui ne sait pas encore si elle aura des problèmes de fertilité. Et c'est sûr qu'au bout d'un an et demi sans grossesse, là, on tombe dans la définition de l'infertilité et ça sera à prendre en charge un PMA. D'accord, très clair. Donc là, j'avais la question sur les réseaux. Ah oui, alors il y a Théo qui nous pose une question. Alors effectivement, on avait enregistré avec Livy un podcast d'une patiente sur l'endométriose avec effectivement un parcours du combattant pour cette jeune patiente. Et il nous pose la question, quels sont les liens connus entre l'acné, la peau claire, les cheveux fins, les yeux clairs et l'endométriose? A priori, on en a un peu parlé tout à l'heure. Jean-Marie, peut-être que tu voulais dire un mot. C'est probablement un problème génétique. Donc, ce serait une prédisposition. Oui, probablement. Enfin, ça a été surtout étudié aux États-Unis. C'est des études d'Harvard. Et oui, il semble qu'il y ait une prédisposition génétique. Tout comme d'ailleurs le problème des endométrioses familiales, où on trouve des endométrioses chez les sœurs, chez les tantes, les mères, etc. J'ai une autre question, une question sur le test. Est-ce que le test va être réellement utile et comment est-ce qu'il s'intégrerait dans la prise en charge? Alors là, c'est la question justement de à qui s'adresse le test. Pour l'instant, il va y avoir, alors effectivement, comme l'a dit Jean-Marie, il y a des pays qui ont commercialisé ce test plus rapidement que nous. En France, en tout cas, pour l'instant, le test, on l'utilise à travers des essais contrôlés pour essayer d'en déterminer très exactement sa place dans l'arsenal diagnostique. Donc aujourd'hui, on peut pas finir ce webinaire avec l'idée qu'on peut prescrire ce test en France. Voilà. D'accord. C'est pas pour tout de suite du tout. Non, mais ça risque de bouger assez rapidement quand même. D'accord, ok. Très clair.
J'ai une question. On a une question sur les experts. Est-ce que le fait de parler de plus en plus de l'endométriose ne risque pas de solliciter de plus en plus ces experts? Est-ce qu'ils sont assez nombreux pour faire face? Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que à la limite, c'est pas tant l'expert que l'expertise. L'expertise, si elle est partagée, si justement cette expertise, elle se diffuse de manière centrifuge et pas centripète, c'est-à-dire si à force de travailler ensemble, les praticiens de premier niveau finalement commencent à acquérir, et il y en a certains qui l'ont déjà acquis depuis longtemps, une expertise dans la prise en charge en premier niveau des patientes, c'est 80-85% des patientes. Donc, il y aura suffisamment de monde. L'erreur qu'il ne faudrait pas faire, ce serait d'imaginer un système où les centres experts sont là pour capter les patientes. D'abord, ils n'ont pas les ressources, la place, le temps pour pouvoir prendre en charge toutes ces patientes. En Île-de-France, c'est des centaines de milliers de patientes. Donc, et puis surtout, ce n'est pas utile. Ça n'a pas de sens. Donc, en fait, il y a l'idée aujourd'hui, c'est qu'il y ait suffisamment d'équipes et suffisamment de parcours coordonnés pour les patientes complexes, et que les patientes qui ne sont pas complexes, qui sont la majorité des patientes, soient prises en charge par des praticiens de premier recours. Et donc, il faut effectivement monter, par exemple, le niveau des radiologues de premier niveau, des échographistes de premier niveau, des gens qui vont faire des IRM, etc., pour qu'il y ait moins de faux négatifs. Le vrai problème dans la pratique, c'est la patiente qui se plaint de dysménorrhée, de dyspareunie, et qui n'est pas reconnue comme porteuse d'une endométriose, c'est-à-dire le faux négatif. Et qui va continuer à errer, à qui on va dire non, finalement, vous n'avez pas d'endométriose, en tout cas, on ne voit rien. Prenez de l'Antadis, ça va passer, c'est normal. En tout cas, ce n'est pas de l'endométriose. C'est ça le vrai problème. C'est la patiente qui perd la chance, finalement, de rentrer dans le maillage territorial. Donc, parfois, il faut savoir remettre en cause un résultat d'échographie ou d'IRM, parce que à la lecture du compte-rendu, on voit bien que la personne ne parle pas l'endométriose. Quand je vous parlais au début de partager le même langage, je pense que vous avez tous l'expérience dans d'autres pathologies où, à la lecture d'un compte-rendu, on voit si la personne a l'habitude ou n'a pas l'habitude. Eh bien, pour l'endométriose, c'est pareil. Il y a une manière de décrire le pelvis, il y a des référentiels, il y a... aujourd'hui, il va y avoir des classifications qui sont utilisées qui permettent de se dire, comme pour une échographie prénatale, on sent que on sent qu'il y a de la réserve sous l'accélérateur. Voilà, c'est ça l'idée. Là, ce que vient de dire Frédéric, on l'a parfaitement retrouvé dans le podcast dont tu nous parlais tout à l'heure, César, où la patiente, elle a fait des IRM, elle a fait des échos, des IRM, et où on lui a dit, mais puisqu'on ne voit rien, c'est que vous n'avez rien. Et où d'ailleurs, un autre praticien, sur la même IRM, a retrouvé des lésions. C'est très compliqué la prise en charge de ces patientes parce que quand l'examen vient invalider un vécu au quotidien, une douleur réelle, l'impossibilité de mener une vie normale, qu'elle soit professionnelle, personnelle, sociale, etc., et qu'un praticien va dire, écoutez madame, vous n'avez rien, l'écho ne montre rien, l'IRM ne montre rien, cette certitude-là, elle peut être extrêmement préjudiciable. Finalement, le doute est beaucoup moins préjudiciable aux patients que cette pseudo-certitude de « il n'y a rien », sous-entendu, c'est dans votre tête. Voilà. Alors après, il faut savoir aussi qu'il y a d'autres pathologies qui ressemblent, qui donnent des symptômes qui sont à peu près les mêmes que l'endométriose. Je pense en particulier aux varices pelviennes, à toute la pathologie veineuse pelvienne qui est sous-diagnostiquée ou qui est mal diagnostiquée, qui mime finalement tous les symptômes de l'endométriose et dont on ne fait le diagnostic que par un écho Doppler pelvien
là aussi dans des mains habituées. Donc, il faut certaines causes de ces varices pelviennes sont congénitales. Je pense en particulier à ce qu'on appelle le nutcracker syndrome, qui est en fait l'existence d'une compression veineuse dans une pince artérielle. Hein, les patientes sont nées comme ça. Et quand on fait les examens pelviens, là, on découvre un réseau verruqueux extrêmement important. Avec, quand on fouille un peu, on voit qu'il y a des petites différences sur le plan sémiologique avec l'endométriose, les patientes qui souffrent beaucoup à l'orthostatisme prolongé, etc., qui ont souvent des hémorroïdes associées, des varices des membres inférieurs, parce qu'elles ont un reflux périphérique. Et il faut savoir aussi évoquer autre chose que l'endométriose. Bref, la vraie difficulté, ce n'est pas de prendre en charge les patientes à qui on dit vous avez de l'endométriose, parce qu'aujourd'hui, je dirais, c'est comme Waze, on trouve son chemin, d'accord? Le problème, c'est quand on dit vous n'avez pas d'endométriose. C'est où est-ce qu'on s'arrête de douter? Et le test thérapeutique est assez intéressant, parce qu'une patiente qui est très symptomatique, à qui on dit que vous n'avez pas d'endométriose, à qui vous allez quand même prescrire un traitement hormonal pour la mettre en aménorrhée, et qui se retrouve améliorée par ce traitement, a probablement une endométriose qui n'a pas été diagnostiquée. Et donc là, ça vaut le coup, en dépit de l'amélioration des symptômes, de reprendre l'exploration, éventuellement par un praticien dont on sait qu'il sait reconnaître l'endométriose. Voilà. Mais je dirais que tout ça, cette espèce de savoir-faire, il s'acquiert dans ce dialogue permanent au sein des territoires qu'on essaye de fertiliser aujourd'hui. C'est ça l'idée, hein. Voilà. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, pour l'endométriose, il y a pour toute une partie d'une génération de médecins où il y a eu un trou dans la raquette aussi au niveau de la formation. C'est ça. Ouais. Oui, bien sûr. On a une autre question. A priori, pas de prescription d'imagerie par les médecins Livy. Dans ce cas, est-ce que ce serait possible? Alors, effectivement, chez Livy, on déconseille plutôt l'imagerie sans examen physique au préalable ou sans suivi par le médecin prescripteur. Je pense qu'il reste des situations où il doit y avoir des exceptions, en fait. Je pense qu'on doit fonctionner, selon moi, au cas par cas. C'est-à-dire que les situations, effectivement, où on n'a pas de médecin traitant, où il n'y a pas de médecin généraliste, on est sur un secteur complexe. Et ça concerne des millions de patientes. On doit trouver une solution pour ces patients. Mais il ne s'agit pas de leur prescrire, selon moi, un examen complémentaire et après de les laisser dans la nature. À partir du moment où on part dans cette démarche-là, il s'agit de les adresser sur le bon réseau et de transmettre le relais aux bonnes personnes, selon moi. Mathieu Asquette, quid de l'impossibilité de prendre la pression artérielle en téléconsultation dans le cadre d'une première prescription de contraception œstroprogestative afin d'éliminer la contre-indication HTA chez une patiente n'ayant pas de médecin traitant? Ouais, c'est une super question, Mathieu. Surtout qu'on est amené à faire des renouvellements d'ordonnances. Alors, chez Livy, nous, il faut savoir qu'on a énormément de chartes, de recommandations, et il y a effectivement une recommandation sur les renouvellements d'ordonnances. On ne renouvelle pas tout. On ne prescrit pas tout et pas pour n'importe quelle durée. Concernant la contraception orale, il y a une recommandation très spécifique là-dessus. Et en gros, les patientes doivent nous fournir une trace écrite d'une prise de tension prise par exemple en pharmacie. Alors, c'est pas tout le temps évident. Parfois, c'est des patientes qu'on connaît déjà et on a certaines choses dans le dossier. Mais en pratique, si on n'a pas une preuve d'une prise de tension normale, effectivement, on n'est pas dans les clous. Denis, encore, le questionnaire standardisé endométriose est-il déjà formalisé ou à venir? Alors moi, j'ai mis un lien sur un questionnaire du professeur Fauconnier, je crois. Il me semble que c'est ces questionnaires qui sont validés. En pratique, d'ailleurs, est-ce que Jean-Marie et Frédéric, c'est des questionnaires qui sont utilisés sur le terrain, ça, ou pas? Oui, Fauconnier a énormément travaillé sur la formalisation de l'interrogatoire et sur justement l'intérêt de cette formalisation pour aboutir au diagnostic positif. Et donc, c'est très intéressant d'utiliser ces questionnaires. Bon, parfait, très bien. Peut-être qu'après, on pensera, nous, à les intégrer dans notre pratique.
J'avais une question aussi concernant les associations. Il y a pas mal d'associations concernant l'endométriose. Est-ce que vous travaillez, vous, en collaboration avec les associations? Et les filières travaillent, les filières ont été montées grâce aux associations de patientes, hein. Ne nous voilons pas la face, si les choses ont bougé sur le plan politique, sur le plan même administratif, c'est grâce aux associations. EndoFrance, EndoMind, d'autres associations, Info Endométriose, ont considérablement fait bouger. Après l'implication de certaines patientes, on va dire certaines personnalités connues qui se sont engagées auprès de ces associations pour faire connaître le parcours du combattant qu'elles avaient vécu ou toutes les difficultés qu'elles avaient pu vivre. Si les choses bougent sur l'endométriose, c'est avant tout grâce aux patientes à l'échelle du territoire. Mais tout simplement parce que c'est toujours le même problème. On va dire que les médecins sont des experts du diagnostic ou de la recommandation thérapeutique et les patients restent les premiers experts du vivre avec la maladie. Et c'est très intéressant d'ailleurs d'aller se balader sur YouTube et de regarder un certain nombre de témoignages patients. Et j'avais fait une expérience en faisant je fais quelques cours à propos de l'endométriose et m'est arrivé de faire un cours à des soignants en utilisant des vidéos YouTube de patientes qui racontaient leur pathologie. Et en réalité, on se rend compte que ça marque et c'est encore plus intéressant que on va dire notre formalisme habituel, signe, diagnostic, traitement. On en apprend beaucoup plus à les écouter. Et on prend la mesure, en tout cas, de la répercussion et de l'handicap que ça peut représenter. Ouais, je peux que te rejoindre, hein. On s'est engagé, nous, dans des podcasts qui s'appellent Patients, Frédéric, et effectivement, où on se met un peu en retrait et on laisse place à la médecine narrative et on laisse les patients effectivement expliquer leur parcours. Et c'est hyper intéressant et ça rejoint tout à fait tes propos. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je regarde. Écoutez, moi, de mon côté, je n'ai plus de questions. Alors, moi, j'ai une question, j'ai même une demande. Je pense que chez Livy, vous avez des datas extrêmement précieuses parce que si vous êtes capable de cartographier l'origine géographique des patientes qui ont recours à la téléconsultation en matière d'endométriose, ça permettrait probablement de localiser là où il y a des trous dans le maillage territorial. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ouais. Et ça, ce serait super pertinent et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres, il n'y a pas d'autre manière. Je pense que vous êtes les seuls à être capables de produire ces datas-là. Alors, je ne sais pas si Fadila est parmi nous et si elle nous écoute, mais à mon avis, elle doit être pas loin. Et si elle n'est pas loin, je lui transmettrai. Mais effectivement, ouais, tout à fait. C'est une bonne suggestion. Il est 13h50, on a 10 minutes d'avance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, on se quitte peut-être un peu en avance, comme vous désirez. Je précise que Fadila, c'est la responsable qualité de Livy, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est vrai, pardon. C'est vrai que je parle quand même un peu comme si j'étais dans mon salon, là. Effectivement. En tout cas, Jean-Marie et Frédéric, c'était vraiment très, très clair. Moi, j'ai appris pas mal de choses. Et en fait, on est ravis déjà de savoir que sur le 93, il n'y aura plus de trous dans la raquette. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Enfin, moins de trous dans la raquette, on va dire. Et puis, on rappelle les messages importants, hein, devant les dysménorrhées. Pensez effectivement à l'endométriose, que 80% des endométrioses sont à la portée de la médecine générale et de la médecine ambulatoire, et de ne pas hésiter sur les secteurs, à aller sur les sites de l'ARS pour rechercher les experts avec qui collaborer et tisser des liens avec la ville entre la ville et les structures expertes, on va dire. Voilà.
Et puis, faites pas opérer systématiquement les kystes endométriosiques, ça rend infertile. C'est contre-intuitif, hein, mais c'est la réalité en fait. La kystectomie, c'est une intervention extrêmement délétère pour la fertilité des patientes. C'est pour ça qu'elle est en train de... on la réserve à des cas extrêmement particuliers et aujourd'hui, il y a plein d'alternatives à la kystectomie. Voilà. Donc le réflexe, madame, vous avez un kyste ovarien, il faut l'enlever. Celui-là, surtout pas. Ou surtout plus, disons. Voilà. Je ne prêche pas pour ma paroisse. Petite précision aussi pour les médecins Livy qui sont avec nous. Normalement, vous avez la possibilité de savoir d'où téléconsultent vos patients. Donc, vous devez pouvoir localiser s'ils sont en Seine-Saint-Denis. Et donc, dans ces cas-là, vous savez exactement que vous pouvez donc avoir un relais en consultation présentielle sur Saint-Denis et donc après, à l'extrême, le relais à la clinique de l'Estrée. Parfait. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va se quitter. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Allez, Au revoir, merci beaucoup. merci beaucoup. Merci, au revoir.